Salut les potes! J'ai bien envie de reprendre les créations d'équipes de personnages. Mais cette fois, au lieu de me concentrer sur qu'un seul perso, j'ai envie de créer pour tous les champions de Kanto. Pour rappel, l'idée est de s'imaginer à quoi pourrait ressembler une équipe d'un personnage de la série si elle était à son niveau maximum. Mais ça ne veut pas dire qu'elle doit forcément être le plus puissant possible stratégiquement parlant. Il faut avant tout qu'elle fasse un maximum référence au personnage. Et pour les champions de Kanto, j'ai décidé de faire sans méga évolution, Crystal Z et Gigamax, simplement pour capter au mieux l'esprit de la première génération. J'ai aussi décidé de me tenir à pas plus d'un exemplaire du même objet dans une équipe, afin d'être raccord avec les règles officielles de Game Freak. Il y aura forcément une majorité de Pokémon de la 1G, mais également de la 2e et 4e génération, ces dernières ayant rajouté pas mal d'évolutions à d'anciens Pokémon. Et je vous propose de commencer tout de suite avec une légende. Commençons avec Pierre d'Argenta, un personnage relativement connu de la licence. Pour le choix des Pokémon, je me suis logiquement concentré sur les types proches de Kanto. Le Pokémon signature de Pierre, c'est évidemment Onix. Alors là, il peut déjà y avoir un débat. Pourquoi Onix et pas Steelix? Bon, évidemment, la réponse par défaut serait la perte du type roche après l'évolution. Mais à la limite, avoir un Pokémon ou deux qui se rapproche du type du champion sans réellement le porter, c'est pas trop grave. Ça apporte une touche d'originalité et ça fait très 1G. Mais là, Onix, c'est trop une icône. Même dans Noir Blanche 2, Pierre utilise Onix dans son équipe finale. J'ai donc opté pour un set de lead avec l'Evolirock. Il place les pièges de rock, empêche les placements avec hurlement et inflige des petits dégâts avec Big Splash. La seule bonne stat du Pokémon étant son énorme défense et il fallait bien en profiter d'une manière ou d'une autre. Et enfin Explosion en dernier move pour quitter le terrain en beauté une fois son travail terminé. Rolem est également une pure évidence. Pierre possède un Pokémon de sa famille dans 100% de ses équipes. Il s'agit carrément d'une icône en pur représentant du type proche de la première génération et conçu comme base du type. Qui plus est, à l'époque de la 1G, c'était vraiment un excellent Pokémon, une très bonne alternative à Rhinophéros grâce à son accès à Explosion. Et c'est d'ailleurs en partie pour cette référence que je lui ai donné la capacité. Il possède également ses deux stabs, Lame de Rock et Séisme, faut dire que le Edgequake c'est un peu la signature du personnage, et Point Feu en dernière attaque, afin de toucher tous les Pokémon du jeu et de moins galérer contre Noacier. Pierre adore le type roche-sol et autant c'est éclaté défensivement, autant d'un point de vue offensif c'est vraiment très puissant, à l'image du type roche finalement. Pour le prochain Pokémon, je n'avais pas le choix que de me pencher sur ce monstre qui a terrorisé les deux premières générations. Malgré mon choix pour Onix, j'ai décidé de faire l'inverse avec Rhinophéros où j'ai choisi son évolution, Rhinastock. Déjà parce que l'Evolirock est déjà pris, mais aussi parce que Rhinastock est une pure amélioration de statistiques de Rhinophéros, sans changement de type et avec un bon talent défensif. Rhinophéros avait beau être la star du type roche lors de sa génération, pour cette référence j'ai personnellement opté pour Grolem. Enfin je dis ça, mais le Rhinastock ici présent fait office de Pokémon final pour Pierre. Avec ses énormes statistiques défensives et offensives sur le physique, il peut être un monstre très menaçant. Comme pour Grolem, Edgequake classique mais extrêmement efficace, ainsi que Point de Feu en couverture. Sa dernière capacité est Danse Lame pour se placer si l'adversaire n'a pas accès rapidement à des attaques spéciales super efficaces. Car c'est bien ce qu'il faudra pour venir à bout de ce colosse. Avec les restes et son excellent talent Solid Rock, ce Pokémon peut rester longtemps sur le terrain. Il a juste un petit peu peur de l'eau et des plantes. Et enfin, pour les 3 derniers Pokémon, j'ai simplement pris les fossiles, les 3. Déjà parce que ce sont les 3 Pokémon roches restants de Kanto, mais aussi et surtout parce que Pierre les a tous déjà utilisés plusieurs fois. Que ce soit dans Pokémon Or Argent, Noir Blanche 2, les Stadiums ou encore Let's Go. On notera aussi que le musée d'Argenta présente les fossiles de Kabutops et Ptera, et que les fossiles Dominotil sont obtensibles dans le mont Sélénite au nord-est de cette même ville. Les Pokémon roches de Johto n'ayant pas plus de rapport que ça avec Pierre, j'ai décidé de me tenir à une équipe très classique, à l'image du personnage finalement. Mais bref, commençons par Kabutops. Il s'agit du spinner de l'équipe. On dit jamais non à pouvoir retirer toutes sortes de déchets qui traînent sur le terrain. À côté de ça, je me suis amusé à compléter le set avec Danse Lame, une ceinture force et armure rouillée en talent. Vous l'aurez compris, c'est un peu troll, mais avec les boosts de vitesse offerts par Rapid Spin ou armure rouillée, le Pokémon peut commencer à être réellement menaçant sous Danse Lame. Ses deux capacités offensives sont Lame de Rock et Aqua Brèche. Deux stats puissants qui ensemble ne sont résistés que par une vingtaine de Pokémon, mais pas de bol, plusieurs d'entre eux sont carrément forts. Amonistar quant à lui porte le rôle d'unique présence offensive spéciale de l'équipe. Il possède un set de sweeper capable de terminer facilement des équipes affaiblies, avec exuviation évidemment, mais également laser météore couplé à une arme de pouvoir pour balancer un énorme stab roche tout en boostant encore plus son attaque spéciale. Et enfin, Surf et Force pour finir. Et le dernier Pokémon, Ptera. Le gros avantage de ce Poké, c'est sa grande vitesse. C'est enfin un Revenge Killer efficace avec son sable double volé et son propre Edgequake. Ouais, c'est littéralement le 4ème de la team. Après, est-ce que je veux vraiment finir la team comme ça? Ptera c'est bien joli, mais c'est le 3ème fossile que je mets dans l'équipe, et un peu par défaut parce que c'est un Pokémon roche de Kanto qu'on obtient en plus à Argenta. Mais c'est très... on l'a déjà 2 fois. Y a pas moyen de trouver quelque chose de plus subtil? Eh bah ouais, y a carrément moyen. Laissez-moi vous introduire le premier Pokémon surprise de cette vidéo, Météno.
Vous ne voyez pas le rapport avec Pierre? Le musée d'Argenta, il présente des fossiles certes, mais également des météorites, et plus particulièrement des pierres-lunes, qui ont été retrouvées comme les fossiles au mont Sélénite, lieu où s'écrasent régulièrement des pluies de météores. Et là, le lien avec Pierre et son type proche est juste trop parfait. En plus d'être giga cohérent et d'apporter un Pokémon très original, la présence de Météno fait vraiment du bien à la team d'un point de vue stratégique. Niveau type, c'est le même que Ptera, donc on reprend les avantages, mais niveau 7, c'est bien différent. Je lui ai évidemment donné le classique Shell Smash de la 7ème génération. Sous forme bouclier, le Pokémon est assez solide et peut placer son exuviation sur des Pokémon pas capables de le one-shot. Une fois fait, et en espérant que le Pokémon en face lui ait infligé plus de 50% de sa vie, il obtient ses boosts d'attaque et de vitesse tout en passant sous sa forme pure, elle-même extrêmement rapide et plus offensive. Avec ça, une arme blanche pour annuler les malus défensifs, mais surtout pour booster son acrobatie, qui passe ainsi à 110 de puissance. Un set qui a fait ses preuves, capable de démolir des équipes affaiblies, ou qui ne connaissent simplement pas le set. Et c'est tout pour Pierre, son équipe est globalement assez médiocre, ouais, on va pas se mentir. Elle tape fort facilement grâce notamment au type utilisé, mais défensivement c'est catastrophique. Et là c'est même pas un problème de stats, mais juste de type. Météno endosse seul le rôle d'immunité sol et de non-faiblesse combat et plante. Surtout plante en fait, c'est littéralement le seul Pokémon de l'équipe qui n'en a pas une double faiblesse. C'est assez compliqué pour Pierre, mais très à l'image du personnage. Ces Pokémon peuvent sembler indestructibles à première vue, mais dès qu'on trouve la petite faille, tout s'écroule d'un coup. Un vrai tuto pour apprendre à gérer les types. C'est pas pour rien si même dans le tournoi mondial de Porionneuve, Pierre est un des adversaires les moins difficiles à vaincre. Mais la prochaine est déjà d'un autre niveau, il est temps d'aborder Ondine. Ondine, à nouveau un personnage que 2-3 personnes connaissent. Enfin bon, ça a beau être comme Pierre un personnage connu de tous, là c'est déjà beaucoup moins évident pour ses Pokémon. Son Pokémon signature dans les jeux c'est Staros. Y a aucun doute là-dessus, elle le possède dans 100% de ses équipes, même les Pokémon Stadium. C'est plus pour le reste de l'équipe que ça devient compliqué. Car ouais, si les Pokémon ont la réputation d'être particulièrement nombreux, bah faut savoir que c'était le cas dès la 1G, il y en a juste tellement, ça n'a aucun sens, enfin si en vrai ça s'explique. Déjà c'est un type élémentaire de base qu'on va retrouver dans plusieurs groupes de Pokémon au concept basé sur les types, que ce soit en première génération ou dans les suivantes, mais aussi et surtout, l'eau représente une grande surface de territoire dans une région. Donc que ça soit en s'y déplaçant via surf ou en pêchant parce qu'il faut bien rajouter quelques mécaniques par-ci par-là pour diversifier, bah on va forcément tomber sur des Pokémon eau. Et évidemment les Gen 2 et 3 ne vont rien arranger avec l'ajout de CS liés aux étendues d'eau. Enfin bref, tout ça pour dire qu'il y avait déjà du choix, surtout que les Pokémon d'Ondine varient beaucoup d'un jeu à l'autre. Pour son premier Pokémon, aucune surprise, c'est un Staros. Comme pour Pierre, j'ai décidé de mettre son Pokémon signature en lead, un peu à la manière de Noir Blanche 2. Et ce Pokémon en lead, c'est pas déconnant. Il fait ici office de poseur de screen, justifiable par son accès à mur lumière et protection, ainsi que sa bonne vitesse. En plus de ça, le Pokémon a accès à tour rapide et téléport, qui va merveilleusement bien avec son talent Médic Nature. Même après avoir fait son boulot, le Pokémon peut revenir sur le terrain pour absorber les statues et nettoyer les hasards qui traînent. Pour le deuxième Pokémon, j'ai rapidement pensé à Tarpo. Alors Ondine utilise un Tarpo que dans une seule équipe et ça se passe dans Stadium 2. Mais le Pokémon est juste trop utile pour l'équipe. Évidemment, qui dit mono haut dit Rain, et Tarpo est justement le candidat parfait. Des 3 Pokémon qui possèdent Crachin, c'est le moins fort certes, mais c'est clairement lui le plus adapté à Ondine. Non seulement parce que c'est l'évolution d'un Pokémon de Kanto, mais aussi quel autre personnage est plus légitime de l'utiliser. Sérieusement, de tout Pokémon, Tarpo ne colle à aucun personnage sauf Ondine. Pour son set, il fait ce qu'il sait faire de mieux, à savoir poser la Rain puis bourriner en attendant de crever. Son combo d'attaque n'est résisté que par les 2 familles insectes eau d'Alola, et Requiem est là pour faire fuir un Pokémon bulky qui voudrait un peu trop temporiser la pluie. Aquaquack est un Pokémon récurrent chez Ondine, présent depuis la 2ème génération, et apparaissant parmi les Pokémon de la championne dans pas moins de 5 jeux différents. Un Pokémon à la fois très intelligent, excellent nageur, un véritable Smart Racer. Le principe de son set est simple, profiter de la pluie pour faire un carnage. Avec sa vitesse doublée par glissade et ses dégâts boostés par les lunettes choix, Aquaquack est une réelle menace au climat. Ses puissantes capacités Hydrocanon, Blizzard et Exploforce ne sont résistées que par quelques Pokémon eau assez embêtants pour lui. Et enfin, Au revoir lui permet de pivoter tranquillement. Pour le 4ème Pokémon, j'ai jugé nécessaire de prendre Azumarill. Cette fois-ci, la justification se porte plus sur l'équilibrage de l'équipe plutôt que sur les références au personnage. Ondine n'utilise jamais Azumarill dans aucune de ses nombreuses équipes, et il s'agit d'un Pokémon de Johto n'ayant aucun lien avec une famille de Kanto. À moins que Marill est tout de même un symbole de la hype pour Pokémon à l'époque, ainsi que de la Pokémania, et s'est même fait connaître en Occident via des rumeurs de son existence dans Pokémon sous le nom de Pikablue. Et c'est ce rapport avec Pikachu qui devient intéressant. Beaucoup de gens voient en Marill une sorte d'équivalent aquatique à Pikachu,
aux autres mascottes ayant suivi dans les générations suivantes. Et dans l'animé, le duo Sacha-Ondine, qui est quand même assez iconique, peut ainsi se retranscrire sur les Pokémon de Marie et Pikachu. Bon ok, j'arrête mes conneries, je l'ai juste pris parce qu'il a le talent herbivore. Et ouais, Azumarill sans Coloforce ça existe, et c'est justement joué en mono haut pour cette immunité plante si recherchée. Mais évidemment, sans Coloforce, Azumarill n'est pas là pour taper dur. C'est pourquoi elle se contentera d'un set classique Siphon Requiem. Principe simple, venir sur les attaques plantes et tenter d'éliminer la menace si elle a le malheur de rester. Mais une immunité plante, c'est bien que s'il y a également une immunité électrique. C'est pourquoi j'ai introduit Maresté. Maresté est un Pokémon récurrent chez Ondine. Il apparaît dans son équipe de Pokémon 2 et son remake, ainsi que dans Noir Blanche 2 et Stadium 2. C'est donc un Pokémon assez représentatif du Pokédex de Johto chez Ondine. Mais surtout très pratique, évidemment, un type sol étant toujours indispensable dans une mono haut. Et le rôle de Maresté est simple, tanker. Principalement les attaques physiques ainsi que les Pokémon qui veulent se placer. Avec inconscient, soin et toxique, il peut déjà bien handicaper son adversaire. Et enfin, ébullition et séisme pour une légère présence offensive pour les Pokémon immunisés à toxique ainsi que la possibilité de brûler. Et pour le dernier Pokémon, quoi de mieux que l'icône des Pokémon hauts de Kanto. Spoiler, les 3 starters auront leur place dans la vidéo. C'est juste beaucoup trop représentatif de Kanto et de leur type pour pouvoir passer à côté. Et ça tombe bien parce que ce sont des Pokémon qui ont des options en combat. Tortank lui a accès à Exuviation depuis la 8ème génération. On va donc jouer un set de setup avec l'herbe blanche pour continuer à profiter de son bulk de Tortank malgré l'exuviation. Mais il y a un petit twist. Vous l'aurez peut-être remarqué, mis à part le séisme de Maresté, l'équipe est 100% spéciale. Et ça, c'est pas bon. Autant se passer d'attaque spéciale, ça peut encore être jouable, autant se passer de capacité physique, c'est une grave erreur. Du coup, j'ai simplement décidé de partir sur un Tortank physique. Et ça tombe bien, ses statistiques offensives sont pratiquement identiques. Pour les moves, on retrouvera Cascade, que je privilégie à Aquabrèche sur les sets basés sur la vitesse afin de profiter des 20% de chances de flinch qui peuvent sauver une game. Et pour finir, devinez quoi? Un petit Edgequake, avec également des chances de flinch pour éboulement. Et voilà pour Ondine, une équipe plutôt meilleure. Meilleure que celle de Pierre sans doute. Les Pokémon ont des rôles plus précis, ils vont mieux entre eux, et une réponse est proposée pour les deux faiblesses du type O. C'est plutôt quand on peut voir la puissance d'une Team Rain qu'on se dit que l'équipe d'Ondine pourrait être bien plus forte. Avec des Pokémon comme Bekipan, Hipporwa ou Megalagron. Mais c'est le jeu, la composition de l'équipe doit avant tout correspondre au personnage pour un maximum de cohérence, mais ça va. Ondine s'en sort assez bien, c'est plus pour le prochain que j'ai peur. Voilà un personnage qui change tellement de personnalité entre les jeux qu'on pourrait croire qu'il est complètement schizo. Mais ce perso, c'est surtout la définition pure du monotype. Les seuls Pokémon n'étant pas électriques purs qu'il a déjà utilisés, c'est la famille de Magneton et Lanturne. Donc j'avais quelques réserves à propos de son équipe, mais allons-y, on va essayer de faire un truc potable. Lead avec Raichu, le Pokémon signature. Tellement signature qu'il apparaît seul dans son équipe de Pokémon jaune. Et c'est d'ailleurs le seul affrontement de champion d'arène tout jeu confondu, dans lequel on combat qu'un unique Pokémon. Bon, Raichu il a pas des masses d'options, mais il est rapide et possède un move pool offensif assez original pour du type électrique. On va donc profiter du classique tonnerre changé clair puissance cachée glace, vraiment le pack de base pour le Pokémon électrique, mais avec Surf en dernier move. C'est la petite spécificité du Pokémon, c'était déjà la raison pour laquelle il était de temps en temps joué en 1G, en remplaçant Voltali ou Elector ayant la capacité d'OS Rhinophéros. Là, dans notre team, il fera office de simple pivot offensif rapide. Bon, pour la suite, il va falloir que je case Electrode à un moment ou à un autre, donc autant s'en charger maintenant, comme ça c'est fait. Electrode. C'est un Pokémon aux statistiques particulièrement pitoyables, mis à part sa vitesse qui, elle, est très impressionnante. Niveau move pool offensif, c'est du pur électrique, c'est-à-dire qu'il y a tous les moves élect du jeu, mais rien d'autre. Mais niveau soutien, c'est vraiment pas dégueu. On va donc partir sur un support avec les murs de protection, provoque et explosion. D'ailleurs, fun fact, je suis allé vérifier et c'est vraiment le premier set que propose Smogon en 8G, comme quoi fallait pas forcément être ingénieux pour y penser. Et en vrai de vrai, ça fonctionne plutôt pas mal. C'est un peu comme les Pokémon avec Farceur, sauf que lui, c'est juste sa vitesse qui fait tout. Magnéton maintenant, ou Magnézone. En fait, j'ai juste mis les deux. C'est quelque chose d'assez commun chez Bob d'avoir un Pokémon en double ou plusieurs membres d'une même famille. Et là, c'est l'occasion rêvée d'en profiter. Déjà parce que Magnéton reste vraiment un bon Pokémon, il était quand même resté UU en 7G, mais aussi parce que le choix de Pokémon pour ce personnage est très limité, et je veux éviter d'avoir à mettre un Voltali tout limité sans saveur. Pour mon set de Magnéton, j'ai pensé à quelque chose de plutôt original. Je n'avais pas besoin de 2 Magné-Pièges, donc je suis parti sur un set analyste. Ça me permet de profiter de l'Evolurock avec un set lent investi en PV. Et pour les moves, devinez quoi? Puissance cachée glace, change éclair, et pas tonnerre, mais Fatal Foudre. C'est peu précis, mais ça fait vraiment très 1G de foutre ce move au pif, et ça permet de jouer sur la grande puissance du set Full SPA Analyste. A noter que j'ai décidé de partir sur une nature moins vitesse afin d'avoir un Volt Switch lent comparable à une sorte de téléport mais faisant de gros dégâts en combo avec le talent.
Si Raichu est le pivot rapide de l'équipe, Magnéton sera le pivot lent. En mono élect, c'est très courant d'avoir pas mal de pivots. Et pour le 4ème Pokémon, il fallait que je place Electek. C'est pas forcément le premier Pokémon auquel on pense quand on parle du Major Bob, et pourtant sa famille apparaît dans celle de ses équipes. C'est aussi un Pokémon important du manga Pocket Monster spécial, et surtout un solide représentant du type électrique en première génération. Il est l'incarnation même de son élément, fait référence à Raijin et a probablement été créé pour être le gardien d'Elector en trio avec Magmar et Liputo. Bref, c'est un Pokémon électrique important de Kanto. Mais le Pokémon n'a clairement plus d'intérêt depuis qu'il possède une évolution, Elekable. Alors ça reste un Pokémon plutôt mauvais d'un point de vue stratégique, mais au moins il a des stats. Les quelques sets connus d'Elekable utilisent Motorisé afin de tenter de booster sa vitesse pour ensuite taper très vite très fort, mais dans une mono électrique ça n'a pas vraiment de sens de chercher à attirer les attaques du même type. Du coup tant pis, on va jouer avec le set Esprit Vital, 4 attaques de types différents qui forment un combo résisté par aucun Pokémon du jeu, mais surtout super efficace sur quasiment 800 espèces. Et on va simplement profiter de ça pour lui donner une ceinture pro. Elekable est là pour taper sur les faiblesses avec son move pool de couverture bien varié. Et surtout c'est un des rares types électriques purement physiques, et ça c'est indispensable dans une équipe. Parlons de Magnézone maintenant. Un set classique de l'époque où Puissance Cachée était encore disponible, mais avec Métal Laser à la place de Luminocanon. On va profiter du max SPA Specs pour taper le plus fort possible. Du coup ça fait un mix 7G-8G plutôt sympathique. Que dire de plus, c'est un pivot lent, bourrin, qui piège les types acier pour les détruire avec PC Feu ou Tonnerre. Et enfin le dernier Pokémon, Voltali, non je rigole, Elector. Ouais, je prends quelques libertés. Voltali aurait été le choix basique par défaut, mais justement, c'est bien trop basique, et surtout l'équipe n'a aucun switch-in au type sol, ce qui aurait été catastrophique. Alors autant profiter de ce magnifique Pokémon légendaire de la première génération. Elector est extrêmement utile en mono électrique. Non seulement il est immunisé à la seule faiblesse du type, mais surtout c'est un des très rares Pokémon électriques pouvant assurer un rôle de tank, si pas le seul sérieux. Et il s'agit également du défogger de la team, c'est clairement un Pokémon indispensable. Si on me demande le rapport avec le Major Bob, je répondrais que déjà c'est une pure icône du type électrique de Kanto, mais aussi que dans Pocket Monster spécial, le Major Bob contrôle l'Elector pendant un bon moment. Et voilà pour la team de Bob, je suis vraiment content en fait. J'avais très peur de ce que j'allais pouvoir faire avec lui, mais finalement ça fonctionne plutôt bien. Évidemment j'ai déjà joué des mono-élec bien plus puissantes, faut dire que c'est un peu mon type de prédilection, mais celle-ci est moins dégueu que ce que je pensais et donc une bonne surprise. Je l'ai pas mal testé sur Showdown et honnêtement ça a plutôt bien fonctionné. Le prochain personnage, c'est Erika, championne de Céladopole. Elle, son type, c'est plante poison. Il y a littéralement que ça à Kanto. D'ailleurs, les 3 Pokémon de l'équipe qui ne sont pas originaires de Kanto sont les seuls à ne pas porter le type poison. En fait, le truc qui m'avait vraiment marqué avec ce boss, c'est que dès la 4ème arène, elle te sort des Pokémon complètement évolués, dont 2 à leur 3ème stade. Et ces 2 Pokémon, Ampiflore et Rafflesia, ce sont ces 2 Pokémon signature. Alors commençons tout de suite avec Ampiflore. J'ai choisi de faire un set Glutonnerie. Ouais, le Pokémon a chlorophylle, mais c'est vraiment le cas de 5 des Pokémon de la team, et on n'est pas dans une mono-feu, donc c'est un peu compliqué pour poser le soleil. Enfin ça on en reparlera avec Florizarre. Donc un set Glutonnerie avec la Big Wave, synthèse pour plus de soins, c'est de stab et Kuba. Le tout avec un investissement en PV et attaque. C'est un Pokémon lent qui va compter sur ses soins pour survivre et taper avec ses stabs. Rafflesia quant à lui est un support gênant tapant sur le spécial. La boue noire, Pospore et aromathérapie, en plus de ses stabs giga sensu pour toujours plus de soins, et Bomberk avec ses grandes chances d'empoisonner. Pour finir, puissance cachée sol en couverture. Pratique pour passer un Pokémon tel Kitran, mais complètement inefficace contre les Pokémon de type Acier-Vol. Si seulement on pouvait avoir une capacité feu pour les vaincre, laissez-moi vous introduire le set de Florizarre. Bon, déjà, comme précisé pour Ondine, les starters sont trop iconiques pour pouvoir passer à côté. Dans le cas d'Erika, Florizarre apparaît dans ses équipes de Noir-Blanche 2 ainsi que Stadium 2. Le set va enfin profiter de chlorophylle, et là je pouvais pas passer à côté. Il a donc Zénith en move avec la roche chaude en item. En plus de doubler sa vitesse, le soleil permet à Florizarre de charger son stab surpuissant lance-soleil en un tour et d'avoir une bonne capacité de type feu, balle météo. Un autre Pokémon qui va profiter du soleil avec chlorophylle, c'est Philali. Ouais, Philali. Je conçois que ça peut paraître un peu troll après avoir ignoré Aquali et Voltali pour les 2 champions précédents, surtout que Philali n'est même pas vraiment originaire de Kanto, mais j'ai des arguments. Déjà, faut savoir que Philali était prévu pour apparaître dès la 2ème génération. Il était même présent dans la bêta du jeu présentée au Space World. Mais surtout, Evoli. Ce Pokémon vient directement de Céladopole, la ville d'Erika. C'est dans cette ville qu'on obtient le Pokémon. Et c'est même Erika en personne qui l'offre à Rouge dans Pocket Monster spécial. J'ajouterai à ça qu'Erika possède un Aquali dans Stadium 2, qui aurait probablement pu être un Philali s'il était resté dans le Pokédex de Johto. Et apparemment, dans l'anime, elle possède un Philali. Donc pour son set, un gros banc au choix.
Couplé à la vitesse de chlorophylle, c'est très dangereux. Et en attaque, lame solaire pour faire un carnage total sous soleil. Si malheureusement ce dernier devait déjà être terminé, le Pokémon possède également lame feuille en stab. 5ème Pokémon, boule de nœud. Sac de nœud, c'est un Pokémon incontournable d'Erika. Il est vraiment présent dans toutes ses teams, et avec Boule de Nœud, je remarque que ça fait dans cette équipe 2 Pokémon de Sinnoh qui sont des évolutions de Pokémon de Kanto. Mais Boule de Nœud, lui, est vraiment excellent. Pas trop de prise de risque pour lui, j'ai simplement fait un set veste de combat Régé-Force des plus classiques. C'est un pivot défensif qui a fait ses preuves dans plusieurs métas, on va pas cracher sur un très bon Pokémon. Et enfin, le dernier, devinez. Parasect peut-être, un Pokémon plante de Kanto qui apparaît dans son équipe finale de Let's Go, ou Roserade, un énième Pokémon plante poison qui semble bien collé au personnage. Joliflore peut-être, un Pokémon qui apparaît dans plusieurs de ses teams depuis Or-Argent. Archiduc d'Issui. Laissez-moi vous expliquer. Dans Pocket Monster Spécial, encore, on apprend qu'Erika pratique le tir à l'arc. Alors quoi de mieux que lui donner un Pokémon plante archer? En plus d'être original et attendu, ça rend vraiment stylé dans la team. Mais alors, pourquoi ne pas avoir pris la forme originale? Pour 2 raisons. Déjà parce qu'en tant que starter, Archiduc de base est bien trop représentatif de sa région Alola, sachant qu'Erika possède déjà celui de Kanto. La forme d'Issui est également un starter, maisIssui est devenu Sinnoh depuis longtemps, et la région a présent d'autres starters. Et puis, aucun dresseur d'Issui n'est vraiment lié à cet Archiduc, donc autant en faire profiter les autres. Mais aussi, un fait qu'on a tendance à oublier, c'est que la réelle forme originale du Pokémon dans le lore, c'est bien celle d'Issui. Si celle d'Alola est de type spectre, c'est parce qu'elle représente une espèce éteinte. Donc va pour la forme d'Issui. Pour son set, j'ai opté pour du setup lent avec Danse Lame, c'est de stable et double volet en couverture. J'ai hésité à prendre sa capacité signature triple flèche en move combat, mais ça serait vraiment trop dur à justifier. Certes, ça aurait été bien stylé, mais je tiens à ce que le set reste un minimum potable. Et voilà pour l'équipe. Je suis pas mal content de celle-là en fait, je la trouve vraiment stylée en termes de concept. Et puis c'est très Erika, de foutre Zenith sur un Pokémon pour activer les chlorophylles et lance-soleil. Mais malheureusement, la team est certainement plutôt mauvaise. Alors celle-ci, c'est la seule que j'ai pas vraiment pu tester, vu qu'Archiduc d'Issui est encore indisponible sur Showdown. Mais faut pas être un immense stratège pour capter le principal souci. Les faiblesses. 6 faiblesses au type feu, 6 faiblesses au type glace, 6 faiblesses au type vol dont une double, également 4 faiblesses au type psy et 3 faiblesses au type poison. C'est vraiment offensivement que l'équipe va briller. Elle regorge de capacités efficaces sur les résistances au type plante, mais bon. Je me doutais bien qu'il était impossible de faire des miracles avec les Pokémon d'Erika. Pas grave, voyons voir le suivant. Koga, le ninja au poison redoutable. Dans Let's Go, il a chopé un masque au visage et je trouve ça vachement stylé. D'autant plus que ça doit lui permettre d'un peu moins respirer les vapeurs toxiques de ses Pokémon. Enfin bref, Smogogo, son Pokémon de plus haut niveau lors de sa toute première apparition. Mais est-il réellement son Pokémon de prédilection? En fait, on n'en sait rien. Ça semble se partager entre Smogogo, Grotadmorve, Aéromite et Nosferalto. C'est d'ailleurs l'équipe qui lui a été choisie pour le premier affrontement dans Let's Go. Mais Smogogo en lead, c'est plutôt très bien. Il gêne bien avec Feu Follet, Buée Noire et Gaz Neutralisant, pose les pics toxiques et se suicide avec Explosion. Et on enchaîne direct avec un support, Nosferalto. Pas de Nostanfer, ça paraît très bizarre, mais pour l'instant, contentez-vous de vous dire que c'est un Pokémon de Kanto, contrairement à son évolution, on y reviendra. Et comme c'est pas Nostanfer, on peut jouer pleinement le set de support avec l'Evolurock et un investissement PV vitesse. Le Pokémon place le vent arrière, peut pivoter avec demi-tour et possède ses 2 stabs, qui ne vont pas faire bien mal mais qui empêchent une trop grande passivité. Crochet Venin a d'ailleurs de grandes chances d'infliger un poison grave, et même que c'était originellement une capacité signature à ses vipères ainsi qu'à la famille de Nosferalto. Arbok est l'un de ses Pokémon importants du manga, mais en jeu, c'est un Pokémon qui galère pas mal. On va néanmoins profiter de son accès à intimidation et enroulement pour tenter un set de placement physique avec son stab puissant Détruit Canon et un petit Edgequake en couverture. Le 4ème Pokémon est pour le coup plutôt original, un sécateur, le ninja des insectes. Enfin dans cette vidéo, un Pokémon qui ne possède pas le type de prédilection du champion. Ça peut paraître étrange, mais c'est assez typique de la 1G. Le type insecte est d'ailleurs très lié au type poison, un peu comme le type plante, et Koga possède régulièrement des types insectes dans le lore de Pokémon. Aéromite est devenu son Pokéstar des Pokémon jaunes, et il se trouve que dans ses équipes en tant que membre du conseil 4 du plateau Indigo, il se permet sans problème d'utiliser Fortress, un Pokémon insecte n'ayant pas du tout le type poison. C'est pourquoi je ne vois aucun problème à utiliser un sécateur. Les 2 persos sont décrits comme des ninjas des Pokémon 1, et un sécateur est justement obtensible dans le parc Safari, une zone qui se trouve à Parmani, la ville de la reine de Koga. Et son set permet également d'apporter un peu de variété à l'équipe. Il porte les grosses bottes pour des raisons évidentes de double type douteux, et possède anti-brume. Il sera ensuite capable d'infliger de bons dégâts rapidement avec ses stabs et techniciens. Mais que serait Koga sans Grotadmorve? Présent depuis le début en tant que dernier Pokémon de son équipe, il ne quittera son dresseur que dans Pokémon jaune,
ce qui en fait donc son Pokémon le plus récurrent avec Aéromite. On notera que c'est aussi un de ses Pokémon importants dans Pokémon Monster spécial. Je suis parti sur un set assez classique Boue Noire Malédiction. Son combo d'attaque n'est résisté que par les Pokémon acier électrique, et son point est clair, Koga en aura plus que besoin pour espérer toucher Bamboizel, Corvallis et Armure. Enfin, même ça c'est pas gagné. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est pas le dernier Pokémon qui va pouvoir s'en charger. Aéromite, le Pokémon que je tease depuis le début de la présentation de cette équipe. Bien qu'absent de la team de Koga dans Pokémon rouge vert bleu, il prend soudainement toute la place dans Pokémon jaune et deviendra instantanément un des Pokémon les plus importants du personnage dans chaque jeu. Et ça, on le doit sans doute à l'anime qui a forcément pas mal influencé les équipes dans Pokémon jaune. Mais ça tombe plutôt bien parce que c'est un bon Pokémon pour finir avec un set de setup sweeper. Armé de papillon dense, poudre dodo et une ceinture force, le Pokémon a tout pour réussir son objectif. Avec ces deux moves de prix, on pourrait dire que ça pose problème car ça ne lui laisse que 2 capacités offensives et les types insectes ont vraiment besoin de couverture. Mais en fait ça va, ça passe bien même. Le Pokémon possède comme talent l'anti-teinté, un talent qui annule les résistances des Pokémon adverses aux capacités de votre Pokémon. Autant dire que c'est parfait pour un type insecte, et que ce talent serait probablement beaucoup trop broken s'il était distribué sur des Pokémon vraiment puissants de base. Du coup en move, il a Bourdon et Bomberk, ces deux stages lui suffisent à faire le taf, enfin presque. Les doubles résistances, elles, sont réduites en simple résistance, mais ça reste bien handicapant. Surtout vu le nombre de Pokémon possédant une double résistance au type insecte tout en étant immunisé au type poison. C'est déjà franchement bien, très impressionnant pour une saleté de mythe. Mais ouais, comme indiqué plus tôt, les types acier vol sont vraiment gratos contre Koga, et ça c'est très compliqué. Mais ça ce n'est qu'un des nombreux soucis de la team, car ouais, je crois qu'on tient là la pire team de la vidéo. Il y a plusieurs idées assez efficaces par-ci par-là, mais le total est trop peu solide, se fera contrer trop facilement par beaucoup de Pokémon et laisse le champ libre total à tous les types psy. J'ai d'ailleurs pu faire le triste constat qu'il s'agit de l'équipe au total de Bastat le plus faible de toute la vidéo, avec une moyenne assez honteuse de 473,83. Pour comparer, Bob et Erika avant avaient une moyenne de 515,83. Mais bon, c'est comme ça, il fallait absolument que je compose avec ces Pokémon car ils collaient trop bien à Koga. Mais au moins, je trouve que l'équipe est plutôt stylée visuellement. Mais voyons voir s'il y avait un moyen de faire mieux avec la même thématique. Et ouais, je compte bien faire tous les champions de Kanto dans cette vidéo, peu importe la temporalité. Et la présence de Janine, la fille de Koga, va peut-être vous permettre de mieux comprendre certains choix du dernier perso. On lit directement avec Migalos. C'est également son premier Pokémon dans les jeux et c'est une icône du personnage. Insecte poison de la deuxième génération, il se démarque par sa capacité à envoyer la toile gluante ainsi que les pics toxiques, tout en pouvant infliger des dégâts avec Mégacorn en gros stab et Kuba en priorité. En autre Pokémon utilitaire, Nostanfer. On a là un pivot rapide prêt à gêner avec Toxic ou frapper fort avec son stab. Et vous savez maintenant pourquoi j'ai décidé de laisser un Nosferalto pour Koga. L'évolution de la 1G à la 2G, tout ça. C'est d'ailleurs un Pokémon qui n'a jamais quitté Janine, le symbole est trop fort. On enchaîne avec un Pokémon un peu moins évident, Tentacruel. Il n'apparaît chez Janine que dans Stadium 2 et Noir Blanche 2. C'est un Pokémon poison important de Kanto, aussi présent chez Koga dans Let's Go. Il se démarque par son double type rare qui possède 8 résistances pour seulement 3 faiblesses. C'est également un spinner de choix qui pourra tenter de stall son adversaire avec Acide Armure pour ensuite éliminer un petit feu avec son poison ou sa brûlure. Le prochain Pokémon n'est apparu que dans une seule équipe de Janine, mais qu'est-ce qu'il est parfait pour ce perso. Coatox. C'est une sorte de combattant toxique qui s'apparente au ninja. Là, j'ai choisi son set ceinture force dans Slam. À ne pas sous-estimer, hein. Son combat fait bien mal à +2 et ne parlons même pas de son détricanon. Un Pokémon peu représenté mais qui a déjà fait ses preuves. Et pourtant, je ne vais finalement pas le mettre. Ouais, Coatox me semblait clairement être une très bonne idée, mais c'était avant que je pense à Farfurex. Farfurex, c'est littéralement Coatox en mieux. Il fait plus ninja, il a plus de liens avec Janine étant l'évolution d'un Pokémon de la 2G, et il a des stats, mais des stats. C'est clairement plus bandant que celle de Coatox. Et lui au moins, il a son accès à close combat. On lui garde donc un set ceinture force dans Slam, mais malheureusement sans priorité. Et si Dimoré ne possède pas Kuba, il y a très peu de chances que Farfurex puisse en profiter un jour. Mais son combo d'attaque reste excellent, n'étant résisté que par 2 Pokémon, lui-même et Coatox. Un Poké extrêmement rapide qui tape comme un bourrin, un pur plaisir pour cette équipe très offensive. Et on reste dans les environs de Sinnoh avec le Pokémon suivant, Scorvol. Yep, c'est pas un type poison. Comme pour Koga, j'ai jugé qu'il était intéressant de faire une petite variation comme ça, surtout que Scorvol s'apparente beaucoup au type. Et n'oublions pas qu'il s'agit de l'évolution de Scorplan, un Pokémon de la 2G qui justement a déjà été utilisé par Janine. Et je trouve ça important d'apporter régulièrement des petites touches d'originalité, ça ajoute un peu d'intérêt à cette vidéo. Ici, le Pokémon est aussi très utile pour son type qui ne partage pas les faiblesses du type poison. Il y fait néanmoins directement référence avec Soin Poison et son orbe toxique, un set de demi-tank offensif qui se fera un plaisir de gérer les types acier tant que ce dernier ne vole pas. Et enfin, le dernier Pokémon, le choix de prédilection de Janine, Aéromite.
Ouais, comme Koga. Et pour le coup là, c'est carrément confirmé dans Noir Blanche 2. Mais c'est intéressant, ça lui permet d'avoir un Pokémon en commun avec l'équipe de son père, mais tout en ayant un set un peu différent. Car ouais, l'aéromite de Janine se veut beaucoup plus offensif. Fini la ceinture force, bonjour l'orbe vie. Poudre dodo, pas besoin, on va plutôt partir sur un combo de type résisté uniquement par 3 Pokémon dans le jeu, et qui permet enfin d'infliger des dégâts au type vol acier. Clairement, cette équipe est bien supérieure à celle de Koga. J'ai même fait presque que gagner lorsque je l'ai testé. Les Pokémon sont globalement meilleurs, ils vont bien ensemble et les stratégies sont moins bancales. Janine remonte bien le niveau du type poison, là où les Pokémon de son père commencent à se faire un peu vieillots. Et ça sera tout pour les 2 ninjas toxiques. Il est grand temps de passer au 6ème badge. Est-ce que vous vous rappelez qu'il y a 2 arènes à Safrania? Lors des événements de rouge-vert-bleu, Morgane est fraîchement promue championne d'arène après avoir terrassé l'ancien champion. Ouais, on a tendance à oublier qu'elle est vraiment pas claire celle-là. Et l'ancien champion, on le connaît bien. Il apparaît dans divers jeux sous le titre de grand maître de karaté, grand karatéka ou encore roi du karaté. Et on connaît aussi son nom, Koichi, ou Fei dans Or Argent et ses remakes. Spécialisé dans le type combat, c'est lui qui offrait aux joueurs Taignon ou Kikli. Mais Koichi n'étant pas un champion d'arène réellement reconnu, je ne vais pas m'attarder sur lui. Je vous passe juste vite fait une équipe que je lui ai imaginée basée sur les gemmes élémentaires. Morgane. J'ai toujours trouvé ce personnage vraiment étrange. Le fait que son sprite original faisait beaucoup penser à la Team Rocket, à tel point que c'est même officiellement le cas dans Pocket Monster Spécial, le fait qu'elle utilise un aéromite dans son équipe, ou simplement le fait qu'elle ait de véritables pouvoirs psychiques dans le lore. Mais Morgane, c'est avant tout la spécialiste du type le plus broken de la première génération. Si à haut niveau c'est plutôt le type normal qui est reconnu comme étant le meilleur, sur cartouche il ne fait aucun doute que c'était le type psy qui dominait. En fait c'est simple, si Morgane avait eu droit à une équipe de niveau maximal, ça aurait été le boss le plus puissant tous jeux Pokémon confondus. Mais ça, c'était avant. Le type Psy est aujourd'hui un des moins bons types du jeu et c'est assez triste. Mais voyons voir ce qu'on peut faire. En lead, j'ai directement pensé au Pokémon le plus original de l'équipe. Oui Messire. Lui c'est assez clair, il est là pour l'équilibrage, pour rendre la team meilleure. Oui Messire a évidemment comme rôle de placer le terrain psychique avec son talent, ce qui va booster toutes les attaques psy de la team et éliminer aux priorités. Et évidemment, on dit jamais non à ça quand on est type psy. Sinon, le Pokémon tape fort, notamment grâce à son énorme stat vaste pouvoir, et sa couverture n'est résistée que par Tyrannosif. Sinon, en termes de design, oui Messire Mal est assez froid, ce qui fait quand même vachement Morgane, je trouve. On continue avec un autre Pokémon de Galar, pour le coup c'est un hasard, il s'agit de Monsieur Glaquette. Lui par contre, rien d'étonnant, c'est simplement l'évolution de Monsieur Mime, un Pokémon récurrent de Morgane. Enfin, l'évolution de la forme de Galar, celle de Kanto n'en possédant malheureusement pas. Et Monsieur Glaquette, c'est vraiment un Pokémon que je trouve sous-estimé en strat. Certes, son double type est atroce, mais ses stats et son move pool sont très intéressants. Ici, j'ai choisi un set de support classique que j'ai beaucoup utilisé. Tour rapide couplé aux grosses bottes, ainsi que brise barrière en talon pour retirer les murs de protection adverse. Le tout avec un soin et des investissements en défense spéciale, ainsi qu'une légère présence offensive qui peut situationnellement être bien pratique. Le 3ème Pokémon n'est apparu chez Morgane que dans Stadium 2 et Let's Go. Il s'agit de Flagados. Un Pokémon Psy absolument monstrueux de Kanto, overuse dans première et 8ème génération. Ici, on va le retrouver avec son set classique 8G, avec la nuance assez importante que je lui ai préféré des investissements en attaque spéciale plutôt qu'en défense. On a donc un pivot lent défensif capable d'infliger de lourds dégâts avec prescience. Et vous remarquerez que c'est déjà le 2ème Pokémon de l'équipe à posséder cette capacité. En plus d'être un excellent move, il fait directement référence au don de voyance de Morgane. Le prochain Pokémon est malheureusement beaucoup trop représenté dans un certain domaine d'internet. Hypnomade. L'Alakazam lent de la première génération qui depuis tape aussi fort sur le spécial que Elionceau. En réalité, il existe des sets lui permettant de faire bien mal basés sur Cognobidon. Mais avec sa piètre vitesse, cela ne peut fonctionner qu'avec la célèbre Hypno Z. Mais dans mes équipes du jour, il n'y a pas de Crystal Z. Je me suis donc amusé à build un set original qui peut fonctionner sur un malentendu. Hypnose Machination avec l'assurance échec. Sur un switch, vous ratez votre hypnose et doublez votre vitesse. Vous êtes à présent plus rapide que l'adversaire et pouvez tenter l'hypnose à nouveau. Et une fois fait, vous pouvez placer votre machination et tenter un carnage avec votre combo résisté que par Zoroark d'Issui. Bon, ça c'est qu'en théorie, parce qu'en pratique, faut quand même pas mal de chance pour que tout se passe comme prévu. Et même une fois placé, le Pokémon n'est pas si menaçant que ça. Mais bon, ça lui permet au moins d'exister et d'avoir un rôle qui lui est propre. Et même dans le cas où il ne pourra pas se placer, sa capacité à pouvoir endormir est toujours pratique. J'ai choisi de mettre Hypnomade dans l'équipe car il est assez fréquent chez Morgane, il apparaît dans 4 jeux différents, mais aussi parce que c'est un Pokémon Psy assez iconique de Kanto, et quel autre personnage de la licence pourrait mieux représenter Hypnomade. Pour Staros, il y a Andine, et pour Liputu, il y a Olga. Bon ok, il y a peut-être Sobonne pour Hypnomade, mais bon c'est pas... Enfin... Et puis ça fait très un jeu d'avoir son slipper dans l'équipe. À moins que le prochain Pokémon aurait pu tenir ce rôle, Noah de Coco.
Ou comment passer le 6ème meilleur Pokémon du jeu à Zadu. Noix de Coco c'était le meilleur type Psy au rubber de la première génération pour son set de Slipper Lead Explosion. Pour Morgane, c'est un Pokémon présent que dans Noir Blanche 2 et Sedum 1, mais qui est vraiment trop symbolique de son type et de sa génération pour pouvoir être mis de côté. J'ai fait un petit set balance qui profite du talent Récolte pour utiliser la baie Goave. Le Pokémon peut également tenir sur la durée avec les Vampigraines et Giga Sensu. Et enfin, le dernier Pokémon, la signature de Morgane, Alakazam, le pur Psy de Kanto. Le symbole légendaire de son type au même titre que Macogneur, Ectoplasma ou Grolem. À la différence que lui faisait partie du top 10 des meilleurs Pokémon en première génération. Alakazam a marqué les esprits grâce à sa grande vitesse et son spécial monstrueux. Pour Morgane, c'est pas compliqué, il est présent dans 100% de ses équipes, peu importe le jeu. Et encore aujourd'hui, c'est un très bon Pokémon, même sans prendre en compte sa méga évolution. J'ai opté ici pour son set habituel du moment, Ceinture Force plus Garde Magique, couplé à sa grande vitesse et la possibilité de doubler son spécial avec Machination. Le combo Combat Spectre avec son stab n'est résisté par aucun Pokémon dans le jeu, et Choc Psy permet d'infliger de lourds dégâts aux murs spéciaux. Alakazam est une réelle menace. Et voilà pour la team de Morgane. Beaucoup de références à sa région et à la puissance passée de son type. On notera aussi que pour faire référence à la stat de spécial de l'époque, qui était une des raisons de la puissance de type Psy, tous les Pokémon de l'équipe tapent sur le spécial. Ce qui aurait pu être évité en changeant le set d'Hypnomade ou en faisant d'autres choix de Pokémon, mais je trouve que c'est très bien comme ça. C'est pas fort stratégiquement, mais ça fait vraiment bien référence à un champion Psy de Kanto. Du coup, Alakazam devra se charger seul des Regice, Levénard et compagnie. L'équipe souffre aussi de faiblesses trop communes, encore, mais ce point ne risque pas d'être totalement sauvé pour le moindre champion. On notera tout de même la présence d'une immunité spectre. Mais voyons voir si le prochain s'en sortira mieux à ce niveau-là. Ah, Auguste, probablement mon champion préféré de Kanto. À la fois papy cool, fan de quiz, et scientifique menaçant ayant commis l'irréparable. Selon Pocket Monster Spécial, il aurait eu un rôle de premier plan dans la conception de Mewtwo, ayant même introduit son ADN dans la créature, le liant à jamais avec elle. Et même dans les jeux, cette théorie n'est pas si déconnante quand on sait que Mewtwo a été conçu dans le Manoir, un ancien laboratoire situé à Cramoisil. Auguste étant un scientifique âgé habitant sur cette île, ça paraît presque improbable qu'il n'ait pas été présent lors de la création du monstre. Mais savez-vous qu'avant d'être un scientifique, Auguste était censé être un militaire, mais c'est finalement Bob qui obtiendra ce rôle. Enfin bref, ici on est là pour parler de son équipe. Et on lit directement avec Galopa, un Pokémon présent dans quasi chaque équipe du personnage, présent dans tous les jeux où il apparaît. Il possède un set de support offensif avec la possibilité d'endormir, de brûler avec corps ardent ou d'infliger des dégâts avec son combo d'attaque résisté par aucun Pokémon. Le deuxième Pokémon est déjà plus important pour l'équipe, essentiel même, Fenard. Encore un Pokémon plutôt récurrent pour Auguste. En dualité avec Arcanin, Fenard est un Pokémon feu iconique de la première génération. Et il se démarque particulièrement dans les teams monofeu grâce à son talent sécheresse. Le set de Fenard est donc évident, oser le soleil et se suicider avec souvenir pour laisser la team faire un carnage derrière. Enfin, il est aussi capable d'infliger de lourds dégâts tout seul, avec balle météo en stable, lance soleil pour faire mal au type eau et balle ombre pour toucher les types dragon et feu. Le plus gros profiteur de la Sun, c'est bien entendu Dracofeu, avec son talent force soleil. Alors Dracofeu sans méga évolution ni G-Max, ça peut paraître un peu triste, mais en réalité c'est un Pokémon qui se défend très bien sous soleil. Sa déflagration fait des dégâts monstrueux. Modeste, il est capable de mettre mid-life un Euphorie et sans objet. Mais là, on va le jouer timide, avec la loupe, ouais. J'aurais pu prendre les grosses bottes, j'aurais pu prendre les lunettes choix, alors pourquoi la loupe ? En fait, c'est tout bête, c'est juste la limite que je me fixe à pas plus d'un exemplaire de chaque item pour coller aux règles classiques du jeu. Mais la loupe, c'est pas si dégueu pour lui, ça lui augmente la précision de 3 de ses attaques. Dracofeu, c'est LE symbole du type feu dans Pokémon, c'est même une des créatures les plus connues de la licence. Et ayant donné les deux autres starters à Ondine et Erika, je ne pouvais pas passer à côté. Qui plus est, Auguste utilise ce Pokémon à plusieurs reprises dans Noir Blanche 2 et Sedum 1. Mais vous savez, il n'y a pas que les starters en trio élémentaire de Kanto, il y a aussi les évolutions et les oiseaux légendaires. Également les 3 Yokai, Magmar électrique et les Bluetooth, même si leur lien a de plus en plus été mis de côté avec le temps. J'ai pris le parti de ne pas donner les évolutions de Kanto aux champions parce que je trouvais que c'était un peu facile sans être vraiment représentatif de leur personnage. Ils sont moins iconiques que les starters et ne proposent pas grand chose de plus que leur pur type. Par contre, les oiseaux légendaires, ça m'intéresse. Si Major Bob a Elector, alors Auguste aura Sulfura. A noter qu'il possède réellement ce Pokémon dans Stadium 2. Et Sulfura s'avère être particulièrement utile dans cette équipe. Certes, il a le même type que Dracofeu, mais déjà on dit pas non à une deuxième immunité seule, mais c'est surtout un Pokémon qui n'a rien à voir. Là où Dracofeu est très offensif et profite du soleil, Sulfura jouera le rôle de tank utilitaire à merveille. Doté de grosses bottes et d'anti-brume, c'est lui qui se chargera de retirer les pièges rock, qui est assez indispensable pour une monofeu.
Il pourra tanker les attaques physiques à merveille grâce à ses investissements et son talent corps ardent, tout en temporisant avec atterrissage, feu ensorcelé et toxique. Un bon set bien relou, assez semblable à celui des lecteurs de Bob finalement. Et on enchaîne avec Maganon. Magmar est devenu assez indissociable du personnage, à cause de l'animé. Là où Auguste ne l'utilisait pas une seule fois en première génération, voilà qu'il apparaît en 2G, puis en 5G et encore en 7G. En vrai c'est mérité, Magmar est une vraie icône de son type au même titre qu'Electek, recherché non pas pour une puissance phénoménale, mais pour sa rareté. Mais depuis la 4ème génération, il possède une évolution, Maganon. Et contrairement à Elekable qui galère énormément, Maganon a quelques bons arguments. Ici, on va le jouer en Choice Specs bourrin. Le Pokémon tape très fort sur le spécial, rien de plus à dire. Et pour le dernier Pokémon, allez, je vous laisse deviner. Après tout, c'est la spécialité d'Auguste de faire des quiz. Ça pourrait être Volcaropod, un Pokémon de la 2G qu'il utilise à plusieurs reprises. Entei peut-être, un deuxième légendaire qui tape bien fort sur le physique. Pyroli? Bah non, du coup, désolé les évolutions, je vous promets que je vous aime bien au fond de mon cœur. Ossature d'Alola. J'ai réellement pensé à ce Pokémon, je lui ai même fait un set en me disant que ce serait original tout en restant sur un Pokémon de Kanto, mais je me suis finalement rendu compte qu'il n'avait pas de vrai lien cohérent avec Auguste. À part qu'ils habitent tous les deux sur des îles. Non, évidemment, le dernier Pokémon c'est sa signature Arcanin. En fait, c'est vraiment son Pokémon principal depuis la 1G. Le seul souci, c'est qu'il n'apparaît pas dans les jeux de la 2G ni le remake, ce qui est assez étrange, mais bon. Le PWT de Noir Blanc Jeu nous confirme que c'est bien son Pokémon de prédilection en le mettant en lead, donc pour moi, bah c'est officiel. Ici, j'ai préparé ce qui peut sembler être un set de support tank physique, avec un investissement en PV, intimidation, feu follet et aurore pour se soigner. Le Pokémon n'a donc que deux capacités pour attaquer, bout de feu en gros stab et vitesse extrême en priorité. Le set fonctionne assez bien, Arcanin tank bien mieux que ce qu'on pourrait croire. Et voilà pour Auguste, une équipe qui profitera du soleil pour booster sa force de frappe ainsi que pour calmer les attaques haut. Finalement, sa plus grande faiblesse est évidemment le type roche. C'est pourquoi 4 Pokémon de l'équipe possèdent des capacités super efficaces contre eux. Pour avoir beaucoup testé cette équipe, elle est franchement cool. Les Pokémon font bien mal et Arcanin peut totalement retourner un match avec son set tout con. Clairement, Auguste s'en sort plutôt bien. Et c'est qu'on approche de la fin. Il ne reste plus qu'à obtenir le 8ème badge. C'est marrant que ça n'ait jamais été refait le coup du boss antagoniste en dernier champion. Pourtant, l'idée est vraiment cool et symbolique. Mais on va vite en reparler de cet aspect de l'ingé. Giovanni est donc un champion de type sol qui se permet d'utiliser très régulièrement des Pokémon d'autres types qu'il apprécie. Le plus célèbre étant évidemment Persian, popularisé comme étant son Pokémon signature dans l'anime, ce qui sera repris des Pokémon jaunes dans les jeux. Et c'est donc avec lui qu'on va directement lead. Persian aujourd'hui c'est évidemment un Pokémon particulièrement faible. Ses statistiques offensives sont catastrophiques, son bulk est inexistant et son type normal pur est vraiment pas fou. Persian ne va clairement pas être le Pokémon carré de la team. Et c'est aussi pour ça que j'ai décidé de le mettre en lead. Vous aviez peut-être remarqué, mais je place les Pokémon signature des personnages de façon précise depuis le début. Pour les 4 premiers champions, je l'ai mis en lead. Le Pokémon pas forcément surpuissant est là pour représenter le personnage instantanément, à la manière du PWT de Noir Blanche 2. Et pour les 4 suivants, je l'ai mis en dernier. Dans cette configuration, on attend le dernier moment pour sortir son Pokémon fétiche afin de faire un carnage final avec. C'est l'idée de garder le meilleur pour la fin en gros. Mais pour Giovanni, bah c'est un peu compliqué avec Persian. Mais pas de soucis, j'ai trouvé autre chose pour le Pokémon final. Le set de Persian est finalement bien placé en lead. Sa bonne vitesse en combo avec Provoque permet d'empêcher la plupart des leads de faire leur travail. L'accès au talent technicien permet aussi de bien gratter les dégâts avec Bluff. Et enfin, Tranche et Griffondre avec le Lentilscope, c'est simplement une référence à la première génération. Faut savoir que le Pokémon était plutôt bien classé sur Game Boy. C'était simplement le meilleur utilisateur de Tranche, qui non seulement ne pouvait que faire des coups critiques, mais en plus les crits doublaient les dégâts en 1G. Du coup, c'était basiquement un excellent Revenge Killer qui pouvait aussi gérer Rhinophéros et Crustabri avec Bulldo et Tonnerre. Enfin voilà, c'est pas incroyable, mais j'ai quand même pu faire ce petit set de lead sympathique. Le Pokémon suivant est déjà plus sérieux, Nidoqueen. Alors ça, Nidoqueen et Nidoking, c'est vraiment les deux Pokémon à ne pas louper quand on fait une type en Giovanni. C'est marrant parce qu'ils n'ont jamais été les réels Pokémon signature, contrairement à Persian et Rhinophéros, mais ils sont quand même présents à chaque fois. Afin de ne pas faire doublon avec Nidoking, j'ai imaginé ici un set physique utilitaire avec les pièges de roc, C2 stab et point glace en couverture. Et en talent, point poison pour gêner les Pokémon physiques. Le troisième Pokémon est un peu plus surprenant. Il s'agit d'Ossatueur. En fait, ce Pokémon n'apparaît que 2 fois chez Giovanni et uniquement en tant que Pokémon Sol de Kanto. Mais pourtant, il y a bien plus à faire avec ce Pokémon qui colle en réalité vraiment très bien avec le personnage. Déjà, dans le scénario de Pokémon 1, Ossatueur apparaît en tant que mini-boss sous forme de spectre. On apprend qu'il a été tué par la Team Rocket. Et devinez quel combat faut-il avoir triomphé pour accéder au Pokémon? Ouais, le premier affrontement contre Giovanni. Mais ça va encore plus loin. Il y a une théorie assez populaire sur internet qui affirme que Kangourex serait la maman d'Osley. Et
Mais bah cette théorie n'en est plus une, on sait à présent de sources sûres que c'était vrai, du moins en partie. En fait, parmi les très nombreux sprites bêta de la 1G qui ont leaké, on en trouve un qui est particulièrement intéressant. Il s'agit de l'évolution d'ossature et c'est une sorte de kangourou. Et devinez quoi, Kangourex est dans l'équipe de Giovanni lors de sa toute première rencontre. Tous ces liens, c'est juste trop beau pour pouvoir passer à côté. Et puis ça sera plus original qu'un basique trio piqueur. Pour son set, c'est du classique offensif physique avec du Edgequake plus sabotage et point clair. J'ai mis Osmerang à la place de séisme parce que c'est cool d'utiliser la signature, surtout qu'il y a déjà 2 séismes dans l'équipe. Et malgré la précision, c'est justifiable par le fait que ça détruit les ceintures force, les clones et fermeté. Et ça tombe bien, la plupart des Pokémon possédant fermeté sont faibles au type sol. Vu comme ça, le Pokémon peut sembler un peu random et pas fou, mais en réalité, il faut bien se rendre compte qu'il tape extrêmement fort. Avec la masse os, il tape pas mal plus fort que Mega Mewtwo X, le gars qui a 190 de base en attaque. En fait, c'est littéralement comme si le Pokémon avait 210 d'attaque de base, un score qui n'a jamais été atteint par aucun Pokémon. En fait, il y a que Mega Charmina, Mega Misdibule et Zacian qui peuvent se vanter de taper plus fort. Enfin bref. 4ème Pokémon, Nidoking. Lui, c'est pas bien compliqué, il est là pour taper très fort sur le spécial. Avec son talent sans limite et son orbe vie, ses stabs Telluriforce et Cradovac font des dégâts colossaux. Il possède également Laser Glace en excellente couverture et clonage si l'occasion se présente. Simple mais très efficace. Et on arrive enfin à Rhinophéros, le Pokémon de prédilection de Giovanni en rouge vert bleu. Rhinastock a même été confirmé dans Noir Blanche 2 comme étant son Pokémon signature. Mais du coup, ouais, j'ai choisi de conserver Rhinophéros. Rhinastock, je l'utilise déjà dans l'équipe de Pierre, et pour Giovanni, ça me semblait vraiment plus pertinent de garder Rhinophéros précisément. Que ça soit pour la symbolique de l'antagoniste 1G, du monstre qui était Rhinophéros dans le méta, ou simplement pour avoir un Pokémon plus défensif. Avec l'Evolirock, la défense du Pokémon devient particulièrement impressionnante, et un Pokémon rigide avec 130 d'attaque, bah ça tape aussi bien fort. Et évidemment, on retrouve notre bon Edgequake, ainsi que Megacorn pour les quelques rebelles, et Hurlement pour faire partir les Pokémon souhaitant se placer tranquillement. Le dernier Pokémon, l'ultime unité de cette équipe, comment terminer en beauté la team de l'antagoniste principal et dernier champion du jeu, Mewtwo. Évidemment, il le fallait. Non seulement le Pokémon a été créé par la Team Rocket, mais c'est surtout le modèle du boss final. En première génération, Mewtwo c'est bien plus qu'un Pokémon légendaire. C'est le monstre absolu, inarrêtable d'un niveau tellement supérieur à tout le reste qu'il a été banni des premiers tournois officiels. Comparé à une génération actuelle, il ne serait pas seulement Uber mais bien âgé. Imaginez un Pokémon immortel qui peut se soigner, ne possède aucune faiblesse et peut se booster très rapidement pour annihiler votre équipe avec ses stabs réalisés que par lui-même. Enfin, depuis le temps, il est évidemment devenu beaucoup moins fort, mais ça reste un très solide argument dans une équipe de champions. C'est quand même le seul légendaire Uber de toute cette vidéo, et c'est pas pour rien. Qui plus est, c'est Pokémon Ultra Soleil et Ultra Lune qui a introduit le fait de donner Mewtwo en dernier Pokémon à Giovanni. Et en plus dans ces jeux, il possède carrément ses méga évolutions. C'est pas le cas pour mon set, mais il reste très dangereux. C'est assez simple. Machination pour doubler sa SPA, frappe psy en stab signature unique qui gère les murs spéciaux, et ballon Exploforce en couverture non résistée. Les statistiques du Pokémon se chargent naturellement d'assurer un bon carnage. Et voilà qui conclut notre type de Giovanni. Alors celle-là, très franchement, c'est clairement la plus fun de toutes celles que j'ai pu créer pour cette vidéo. Elle est tellement cool à jouer que ça m'arrive encore régulièrement de lancer un petit match avec pour m'amuser. C'est pas giga équilibré, bien sûr, ça reste une équipe de champions d'arène, mais les Pokémon vont quand même bien entre eux, et globalement ça tape vraiment très fort. C'est bien à l'image de Giovanni, je suis très satisfait. Et je crois bien qu'il ne reste plus qu'une seule équipe à traiter. Tout comme l'arène de Parmanie, celle de Jadiel connaît un changement de champion au passage à la 2G. Et paraît-il que l'actuel fut auparavant maître de la Ligue Indigo. Blue, le premier et dernier adversaire de Pokémon 1. Jamais un combat final de Pokémon n'a été aussi intense et symbolique à la fois. Votre rival de toujours, au sommet du plateau Indigo, avant vous. Mais ça, c'est en tant que maître. Ici, on est là pour parler du champion d'arène, et au niveau de sa team, ça change absolument rien. En fait, Blue, c'est le personnage qui possède le plus d'équipes et de Pokémon différents de toute la série. Du coup, on va commencer par faire un petit peu de tri afin de comprendre la structure de ces teams. Toutes ces équipes se veulent de base équilibrées, en opposition aux autres boss de Pokémon 1 qui se spécialisent tous dans un type précis. Mais aussi, ils utilisent des Pokémon puissants en grande majorité. Ces équipes ont vraiment vocation à être fortes, et la structure par défaut est la suivante. Roucarnage, Alakazam, Rhinophéros, puis un trio de Pokémon Plante-Feu Eau. C'est son starter, accompagné de 2 Pokémon qui sont représentés par Noix de Coco, Arcanin et Léviator. 3 Pokémon issus de familles de 2 possédant de hautes statistiques. Dans Pokémon 2, Blue ne
possédant pas de starter, il utilise simplement les 3 Pokémon cités plus tôt. C'est à partir de la 3ème génération qu'il va y avoir des variations, avec un rematch possible à la Ligue Indigo, introduisant dans son équipe Scarino et Tyrannosif. On remarquera que c'est la seule fois où il ne possède aucun type en commun, si le joueur a choisi Carapuce comme starter. En 4G, l'équipe de Pokémon 2 est reprise, mais l'Alakazam est remplacé par un Mac-Connier. Lors de sa revanche au dojo de Safrania, Blue réutilise Tyrannosif et son Rhinophéros évolue pour la première fois. On notera aussi que Blue ne possède plus de Pokémon Eau, ce qui brise exceptionnellement son trio élémentaire. En 5ème génération, toujours sur la base de Pokémon 2, Roucarnage et Rhinophéros sont retirés pour un Ptera, ce qui laisse la place à Mac-Connier de s'installer sans prendre la place d'Alakazam. Et cette composition sera reprise telle quelle dans Pokémon 7. Mais il y a également l'arbre de combat dans le jeu, dans lequel il va piocher parmi la plupart de ses Pokémon iconiques. On retrouve donc les 6 présents, mais aussi Roucarnage, Tyrannosif et Rhinastock. Blue est d'ailleurs capable de faire méga évoluer ses Pokémon dans ce jeu. Dans Pokémon Let's Go, c'est un peu particulier. En fait, les personnages de Red, Blue et Green sont présents, mais en tant que boss optionnel. Du coup, les 3 ont leur starter de Kanto. Et que ce soit une référence à Pokémon Monster Special ou à l'artwork iconique de Sugimori, il se trouve que Red possède Florizarre, Blue possède Dracofeu et Green possède Tortank. Ce qui fait que pour Blue, on retourne vraiment aux origines de l'ancienne structure du trio élémentaire comportant le starter. Vous l'aurez compris, Arcanin est donc absent. Pour les 3 autres, le combo Ptera à la Alakazam est conservé, mais un petit nouveau fait son apparition, Tauros. Il peut être là en lead pour l'image du type normal neutre, ou simplement pour faire référence à sa toute puissance en première génération. Blue possède mine de rien 3 Pokémon top tier de la 1G. Mais c'est peut-être simplement un hommage à son grand-père, Shen, qui a comme team le trio élémentaire de Blue, avec en plus le starter et Tauros. Enfin bref, tout ça pour dire que Blue conserve plus ou moins toujours la même structure, et que je vais donc me baser sur ça pour faire la team. Et on va vraiment partir sur un truc qui n'a rien à voir, étant donné que je vais me baser sur une toute autre équipe. J'ai volontairement attendu ce moment pour en parler, mais Blue possède une équipe totalement différente dans Pokémon Jaune. Enfin, 2 Pokémon ne sont pas changés et il s'agit des 2 de type Psy. Pour le reste, Rhinophéros est remplacé par Sablero, qui est présent en tant que lead pour directement contrer Pikachu, et qui a bien traumatisé le moi d'il y a 11 ans. Et la triade élémentaire est conservée, à la différence que le type électrique s'y ajoute. Et ce pour une raison simple, Evoli est le starter de Blue. Il faut donc composer avec le nouveau trio Feu, Eau et Électrique. Notre Coco est donc là dans chaque version de la team pour représenter le type plante. Le type Feu n'est plus Arcanin mais Fenard, le type Eau n'est plus Léviator mais Crustabri, et Magneton a été choisi pour représenter le type électrique. Pour finir, j'aimerais mentionner Pokémon Stadium qui remplace Léviator et Arcanin par Flagados et Fenard, ainsi que Stadium 2 qui reprend à l'identique l'équipe de Argent. Mais du coup voilà, j'ai ma base, je vais partir sur le plan de Pokémon Jaune en essayant d'avoir une bonne team finale. Premier Pokémon, Fenard. L'avantage avec le combo élémentaire de Pokémon Jaune, c'est que Fenard va parfaitement avec Noix de Coco. C'est donc un set de lit et de poseur de soleil avec la roche chaude. Mais pour ne pas faire doublon avec celui d'Auguste, j'ai décidé de partir sur un set plus bourrin, avec déflagration et puissance cachée combat pour les quelques petites ténèbres qui résistent aux autres attaques. Et derrière, c'est directement Noix de Coco qui en profite. Chlorophylle, lance-soleil et des lunettes choix, prêts pour faire un carnage sous la sonne. Psy-Choc en stab pour les murs spéciaux et puissance cachée feu en couverture stabée par le climat. Crustabri utilise son set de setup classique Exuviation avec l'herbe blanche et son talent multi-coup. En 4ème move, j'ai choisi Aqua Brèche malgré la potentielle présence du soleil parce qu'il fallait quand même bien utiliser le stab principal des 3 Pokémon élémentaires, sinon ça perd en intérêt. Contrairement à celui de Pierre, le Rhinastock de Blue n'est pas là pour se placer. C'est un bon set solide 4 attaques veste de combat. Alakazam quant à lui a un set quasiment identique à celui de Morgane, à la différence qu'il utilise Psycho plutôt que Choc Psy. C'est simplement son stab mythique de toujours, important pour le plus gros personnage représentant de sa génération. Et là vous remarquerez que ça fait quand même 3 Pokémon qui étaient déjà présents dans d'autres teams mais que j'ai repris pour Blue. Ça fait un peu une sorte de best-of quoi, le dernier champion voilà, qui a un peu tous les types. Voilà, vous avez compris le délire. Et enfin, le dernier Pokémon, Voltali. Comme quoi, il y a une justice par rapport à son absence chez le Major Bob. Ça me semble vraiment être le meilleur choix parmi les 3 évolutions. Et ce, pour 3 raisons. Déjà, c'est celui qui utilise Trace dans Let's Go. Je vais pas la détailler ici, mais son équipe a une structure qui reprend les codes de celle de Blue, malgré quelques Pokémon différents. Sauf que lui, ne peut qu'avoir Voltali parmi les 3 évolutions. Et on en vient au deuxième point, Voltali, c'est l'opposition à Pikachu. Et forcément, l'anime a mis Pikachu tellement en avant que ça en est devenu le Pokémon signature de Red, le rival de toujours de Blue. Ça me semble donc être naturel qu'ils combattent chacun avec un starter électrique. Et enfin, ce qui détermine le choix de l'évolution de Blue dans Jaune, c'est les 2 premiers combats contre lui. Et si on perd les 2, c'est Voltali qui est choisi. C'est donc dans la configuration où Blue est au plus haut niveau de confiance en lui qu'il domine dès le début contre son rival, qu'il décide de faire évoluer son Evoli en Voltali. Pour son set, c'est du bourrin 4 attaques Orbe-Vie. Le point important, Fatal Foudre.
J'ai choisi de mettre ce move à la place de tonnerre parce que c'est celui qu'utilise Blue dans Pokémon Jaune. Une capacité surpuissante mais risquée pour les derniers instants du combat final. Cette équipe, je la trouve vraiment cool. Je l'ai beaucoup joué et faut dire qu'elle fonctionne plutôt bien. Le noix de coco surprend pas mal notamment. Les Pokémon s'équilibrent assez bien entre eux. Il n'y a pas vraiment de Pokémon en particulier qui m'a posé plus de gros soucis à part les gros légendaires Uber âgés. J'en suis vraiment satisfait, elle remplit bien son rôle de team final. Eh ben, ça fait bizarre d'en arriver au bout. C'était si long. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu, j'ai vraiment kiffé faire ça. Les créations de team, c'est un des trucs que j'adore le plus dans Pokémon. Et pour ne rien vous cacher, j'avais déjà auparavant créé des équipes pour les champions de Kanto, mais comportant des méga évolutions et Z-moves. Ici, je voulais vraiment refaire un truc plus propre et carré, se basant uniquement sur les Pokémon tels quels pour être le plus raccord à la génération. Par contre, si un jour je fais la 6G, là je me gênerai évidemment pas pour foutre un max de méga. Et d'ailleurs, justement, je fais quoi la prochaine fois? Les champions d'une autre région? Ou alors je termine Kanto avec la Ligue Indigo? N'hésitez pas à me proposer. Et vous pouvez aussi me dire laquelle des teams de cette vidéo vous avez préféré. Perso, je suis particulièrement attaché à celle de Giovanni, Blue et Janine, parce que c'est celles que j'ai le plus joué et qui sont les plus efficaces. Mais le but n'étant pas d'être le plus fort possible, mais de faire au mieux référence au personnage, ça aurait très bien pu être une autre. Enfin bref. Cette vidéo est déjà beaucoup trop longue, et donc c'est tout pour moi. On se retrouve dans quelques mois pour la prochaine vidéo. En attendant, je vous dis à bientôt.